Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Raphaël. Raphaël a été expatrié avec sa famille, donc son mari et ses 3 enfants, à New York pendant 4 ans. Ils sont rentrés il y a 2 ans et cette expatriation new-yorkaise a changé la vie professionnelle de Raphaël. Donc elle va nous parler de tout ça, le départ, l'installation, l'intégration de toute la famille dans une si grande ville sur laquelle on projette tous quand même un imaginaire qu'on l'ait déjà visité ou non. Elle nous raconte aussi comment elle s'est prise de passion pour sa ville et puis l'aventure entrepreneuriale qu'elle a initiée là-bas à New York. En effet, Raphaël a décidé de se lancer dans l'édition de guides de voyage pour les familles. Et donc elle a commencé bien évidemment par un terrain de jeu absolument privilégié et fantastique qu'est la ville de New York. Elle va donc nous en dire un petit peu plus sur la naissance de Family Way. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Parents Voyageurs. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Est-ce que on peut commencer, comme d'habitude sur le podcast, est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi et ta petite famille ? Bonjour Floriane et donc bonjour à tous. Merci du coup de m'accueillir sur le podcast Parents Voyageurs. Donc je suis Raphaël, je suis mariée à Eric et nous sommes les heureux parents de 3 garçons qui ont maintenant respectivement 17 ans, 15 ans et 10 ans. Ok, des grands garçons. Des grands garçons. Donc en effet, j'ai eu l'occasion de passer quelques années à New York puisque nous avons eu l'opportunité de nous expatrier dans cette ville en 2017 et nous sommes restés là-bas du coup jusqu'en 2021. Avant ça, j'ai travaillé dans la grande distribution dans le secteur des achats, donc dans un domaine dans lequel je ne suis pas restée et New York a été l'occasion justement de passer à autre chose. Et donc à New York, on a eu l'occasion de s'expatrier en famille, de vivre une nouvelle expérience. Et ça a été aussi une occasion, l'opportunité professionnelle pour moi de créer donc Family Way, des guides de voyage qui s'adressent aux familles avec l'ambition en fait de proposer des jeux de piste pour toute la famille, pour découvrir des villes de manière ludique et à la fois pédagogique. Et ça, on adore chez Parents Voyageurs. Donc voilà, tu as déjà dit beaucoup de choses dans ta présentation, donc on va revenir un peu sur tout ça. Donc tu m'as dit, vous êtes parti à New York en 2017, ça veut dire que tes enfants, ils avaient quel âge à l'époque ? Le plus jeune avait 4 ans, 9 ans et 11 ans. Ok. Quel a été le déclic pour votre départ ? Alors le départ, ça a été une opportunité professionnelle en fait qui s'est présentée grâce au travail d'Eric. Voilà, j'avoue qu'on l'a vite saisi en se disant que ça tombait assez bien justement parce que les enfants étaient à des âges assez faciles pour s'expatrier. Ouais. Voilà, parce que je dirais que le retour a été aussi en partie généré par la rentrée au lycée de mon fils aîné. Et c'était, comment dire, il s'était porté candidat dans son entreprise pour une expatriation ou c'est vraiment, c'est arrivé comme ça, vous n'y aviez pas trop pensé et vous avez saisi l'opportunité ? Alors, il s'est pas porté candidat. En fait, c'est venu comme ça. Après, on en avait déjà échangé en disant que si un jour ça se présentait, pourquoi pas. Et j'avoue qu'une expatriation à New York, voilà, c'est une ville où c'est quand même assez facile de se projeter. Ouais. En tout cas, on a tous, je pense, un imaginaire qui est déjà associé à New York, qu'on y soit déjà allé ou pas, en fait. Donc, et c'était votre première expatriation ? Exactement, oui, c'était la première. Ouais. Et avant, vous étiez quel genre de voyageur ? Alors, on a toujours aimé voyager et en famille. On était du genre, en fait, l'été à aller plutôt dans des endroits, toujours au même endroit. Voilà, l'été, c'est assez... Il n'y a pas tellement de nouveautés, on va toujours au même endroit, on retrouve les amis, la famille. Par contre, on s'offrait très souvent au mois d'avril des vacances à l'étranger. On est allé en Espagne, en Italie, et en faisant plutôt des road trips. Je pense à l'Espagne, on est parti de Paris en voiture. On a fait Parme, Bologne, Florence, les Cinque Terre,
Voilà, et à profiter de tout ça, enfin aimer voyager, faire découvrir aux enfants, voilà, des nouvelles choses et à nous-mêmes. Ouais. Non, bah, tu prêches, je pense, une communauté de convaincus. On adore ça. Le road trip en Espagne, ça me parle bien puisque nous, on en revient. Ah oui. Donc, c'était génial. Mais bon, revenons à nos moutons. Faut pas s'égarer. Donc vous voilà arrivé à New York en 2017. Comment ça se passe l'installation, l'intégration? Parce que d'un côté, à New York, on imagine plein de choses. Enfin, comme on disait tout à l'heure, il y a déjà un imaginaire qui existe, je pense, chez chacun. Mais en même temps, c'est une très grande ville. Donc comment on trouve un peu ses repères? Enfin, comment ça s'est passé pour vous à l'arrivée? Alors, l'installation s'est faite, j'ai envie de dire quand même assez facilement, puisque la décision elle a dû être prise en novembre-décembre, et en fait, on a déménagé début mai, pardon. Ok, ouais, donc moins de 6 mois, quoi. Moins de 6 mois. Après, il y a eu plein de facilitateurs. Déjà, New York, il y a toujours un copain de copain qui vit là-bas et qui peut un peu nous aider, voilà, sur la projection. Ensuite, évidemment, j'avais dit un incontournable, et la condition, c'était l'école. Ouais. Voilà, parce que les écoles privées, type le lycée français, déjà, il y a un problème d'accès. Enfin, c'est pas facile de pouvoir entrer dans ces écoles-là, que ce soit pouvoir avoir une place ou pouvoir s'offrir ces écoles-là. Donc, on a plutôt regardé tout ce qui était école publique. Et on nous a assez rapidement parlé, en fait, des écoles publiques bilingues. Et là, c'est une vraie chance, en fait, quand on s'expatrie à New York. C'est que il y a ce type d'école. Donc les écoles publiques bilingues, c'est des écoles avec une journée en français, une journée en anglais, une journée en français, une journée en anglais. Là, on s'est dit, alors là, c'est un vrai cadeau quand on arrive comme ça de France, voilà, pour pouvoir s'acclimater avec une période en fait d'adaptation pour les enfants où on se retrouve un peu à parler français et un peu à commencer à entendre l'anglais. Ouais, j'imagine, enfin peut-être que vous, du coup, les parents, vous parliez déjà pas trop mal anglais. Alors, Peut-être, enfin, je sais pas. moi, on peut pas dire que ça soit la force, et d'ailleurs ça ne l'a jamais été. Et mon mari, c'est dans le cadre professionnel, était amené à parler l'anglais. Après, c'était pas non plus une limite. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait pas de peur par rapport à ça, mais je peux pas dire que c'était une force au départ. Ouais, ok. Ouais, mais bon, en tout cas, c'était pas une peur et Non. vous vous sentiez suffisamment à l'aise pour tenter l'aventure. Exactement. Et du côté des garçons, du coup, est-ce que eux, ils avaient déjà entendu un petit peu d'anglais? Alors, on les avait déjà un peu initiés à l'anglais. On avait fait un peu de babysitting et de garde d'enfants en anglais, faire des choses pour les initier, mais on peut pas du tout dire qu'ils étaient fluents et capables de suivre une conversation en classe. Mais du coup, ces écoles bilingues, en fait, ont vraiment été un facilitateur pour l'arrivée. Et puis après, il y a eu plusieurs autres choses. C'est qu'on a fait le choix de déménager au début mai. Et ça, c'était aussi une volonté en se disant, pour eux, c'est moins le grand saut. En fait, ça veut dire que les 2-3 mois qui manquent à l'école française, ils sont pas trop graves pour valider une année scolaire. Et à la fois, le fait d'arriver début mai à l'étranger, ça fait une petite initiation avec mai-juin à l'école, et en se disant, bon, il y a les vacances derrière pour reprendre un peu de souffle, si c'est vraiment difficile. Donc, j'ai trouvé aussi que ça, c'était assez facilitateur dans l'installation. Voilà, on leur a pas tout de suite dit, on arrive en septembre et ça y est, c'est parti. Bah, mais quand même, ils ont été à l'école quand même directement. Donc tu dis mai-juin et puis après, il y a les vacances, quoi. Ouais, alors ils sont allés à l'école et puis assez vite, parce que du coup on était en pleine année scolaire, on n'est pas du tout arrivé pendant des vacances qui de toute façon sont plus courtes aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'on est arrivé. Oui, ils sont tout de suite allés à l'école, mais on est quand même dans des écoles du coup publiques bilingues, habituées à accueillir des. Enfin, voilà, New York c'est quand même une ville où il y a pas mal d'expatriés qui est habituée à accueillir des étrangers tout le temps. Donc il y a vraiment un accueil, de la bienveillance, et de la part des enseignants d'abord, et puis de la part des élèves. Ils vont toujours mettre un binôme, dire si tu comprends pas, on va t'aider. Enfin, voilà, je vais pas dire que ça a été super facile, parce que c'est quand même forcément un peu violent quand même pour des enfants. Enfin, on se retrouve tout d'un coup à l'étranger, avec la moitié du temps dans une classe dont on ne comprend pas forcément ce qui s'y passe.
Mais voilà, avec forcément systématiquement accompagné par un binôme, par un élève, qui leur expliquait ce qui se Oui, et passait. puis du coup, avec des élèves qui parlaient aussi français, finalement. Ouais. Exactement. Donc ça faisait vraiment des binômes faciles à mettre en place, j'imagine, pour qu'ils puissent s'intégrer. Du coup, je trouve que j'ai trouvé que ça s'était quand même plutôt bien passé. Voilà, faudrait que je réinterroge mes enfants. Oui, avec le recul. Non, il est plus jeune, ça a été plus difficile parce qu'il était scolarisé du coup donc en petite section en France. Et il se trouve qu'aux États-Unis, la maternelle ne commence normalement qu'en grande section, à l'exception d'écoles où il y a ce qu'ils appellent le pre-K, où ça démarre en moyenne section. Et il se trouve qu'on n'a pas été tellement attentif à ça quand on a inscrit Victor. Et comme il est début d'année, il n'y a pas eu d'alerte du tout sur le fait qu'il n'allait pas pouvoir commencer l'école tout de suite. Et donc, après une journée d'école, en fait, on m'a annoncé qu'il ne pouvait pas rester parce qu'en fait, il était trop jeune et que ça buguait dans les fichiers à cause de l'année de naissance. Et donc, je suis repartie avec lui en me disant, finalement, on va passer un peu de temps ensemble. Mais pareil, en fait, avec des solutions qui se trouvent vite, parce que, pour donner l'exemple des clubs de sport aux États-Unis, il y a très souvent des systèmes de babysitting, donc j'allais au sport tout le temps. Et puis autre chose, c'est qu'il y avait les summer camp qui démarrent au mois de juin, et j'ai pu du coup l'inscrire dans ce type de programme pour qu'il puisse un petit peu aller en collectivité, parce que c'est ça qui était dur aussi, c'est-à-dire que les premiers jours, il était hyper content, lui, de se retrouver avec sa maman quotidiennement. Et puis finalement, au bout d'un moment, il a quand même senti que, il y avait un truc qui n'était pas normal. Et quand on a fait presque une année scolaire en petite section, se retrouver tout d'un coup à la maison, on peut vite s'ennuyer, surtout qu'on n'avait pas reçu notre container. Oui, mais en plus, j'imagine, en période d'installation, tu as quand même 2-3 trucs à faire, quoi. Donc, tu n'es pas 100% disponible pour jouer avec ton enfant. Exactement, oui, il y a ça, forcément, même si j'ai pas de souvenirs vraiment compliqués. Tout s'est fait un peu naturellement en termes d'installation. On a quand même été pas mal aidés. Ça s'est fait petit à petit. Vous aviez trouvé du coup votre logement à l'avance et Alors on s'était déplacé en fait avec Eric un mois avant, puisque ça sert à rien de chercher plus tôt, puisque les préavis sont d'un mois. Et donc, on s'était déplacé un mois avant. Donc, on savait du coup où on allait les scolariser. On n'avait pas de problème de carte scolaire parce qu'on avait choisi une école qui n'avait pas de carte scolaire. Donc, on n'avait pas cette contrainte-là. Et on a passé 3 jours à visiter des appartes. Au départ, dans un quartier qui était le quartier de Park Slope, parce que c'était vraiment celui qu'on avait ciblé, pour finir à visiter un appartement qui était dans un quartier qui s'appelle Cobble Hill, et finalement sur lequel on a eu le coup de cœur. Comme quoi, parfois, c'est quand même plus facile de se déplacer et de... Voilà, parce que finalement, en trouvant l'appart, on choisit aussi un peu le quartier. Et c'est vrai que c'est pas non plus super bien New York. Donc, quand on va pour s'installer comme ça pour plusieurs années... Ouais, c'est sûr. Et puis, c'est pas toujours possible, mais c'est vrai que quand c'est possible, ça aide aussi vachement à se projeter, quoi, après, dans ce qui va suivre. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus confortable de pouvoir aller voir sur place, quoi. Ah oui, surtout que je pense que ça sera à refaire, on se réinstallerait. Ah ouais, tellement ça vous a plu. Ça, c'est génial. Toi, au moment du départ, du coup, comment tu as fait professionnellement ? Tu as quitté ton emploi ? Alors, ça avait été plein de questions aussi, le départ, parce que je travaillais donc depuis pas mal d'années en grande distribution, et c'est sûr que c'est pas facile de passer cap, de quitter son emploi. Et je voulais aussi qu'on sécurise un peu la situation en me disant, je veux pas qu'Eric porte trop sur ses épaules le jour où on va prendre l'avion, et se dire, si jamais ça se passe mal, on rentre et tout ira bien. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé 1 an de congé sabbatique et 2 ans de congé création d'entreprise. J'ai retardé au plus tard le moment de démissionner pour sécuriser justement ce retour. En me disant déjà, si ça se passe mal, on peut rentrer.
Et puis aussi, tout le monde nous avait un peu dit au départ, vous allez être aidés pour partir, pour vous expatrier. Vous allez voir, en général, les entreprises aident un peu. Il y a plein de choses qui sont faites. Les associations locales vont vous aider. C'est toujours plus dur de revenir, donc il faut aussi penser à ça Ouais, quand ok. on part. Et vous saviez déjà pour quelle durée vous partiez? Alors, à la fois, Eric a signé un contrat local qu'on aurait pu dire. Ah oui, c'est pas, il avait pas un contrat d'expat un peu clé en main avec sa boîte, quoi. Bon, je crois qu'après, ça devient plus rare quand même les contrats d'expat. Non, à la fois, voilà, du coup, on savait pas tellement pour combien de temps on partait. À la fois, dans notre tête, on s'était dit pour 3-4 ans. Et, euh, et alors, autant je suis tombée complètement amoureuse de New York, autant on a adoré cette ville. Enfin, c'était vraiment une parenthèse enchantée. Autant on a tout de suite su qu'on ferait pas notre vie là-bas. Ah oui? Ouais. Et du coup, voilà. Et du coup, on savait que ça allait être 3-4 ans. Sauf que le Covid et puis l'entrée au lycée de mon fils aîné ont fait qu'il y avait une date de fin finalement qui était déjà connue. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu saurais expliquer? C'est peut-être pas facile, mais ce qui vous a fait du coup penser que vous ne resteriez pas toute votre vie? Oui, c'est qu'à la fois, voilà, on a adoré la ville, on a adoré les États-Unis, on a adoré New York. À la fois, c'est quand même un pays où quand tout va bien, mais on sent que tout peut être bouleversé du jour au lendemain, que ça soit d'un point de vue du fait de la santé, enfin Ouais. le coût de la santé, le coût des études des enfants. Et là, quand on fait le parallèle, on se rend compte de la chance qu'on a de vivre en France. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bien vivre aux États-Unis, mais ça fait quand même réfléchir, voilà, sur ces points-là. Voilà, notamment la santé. J'ai eu déjà, on a connu ce que c'était que l'hôpital parce qu'on a un enfant qui a été hospitalisé au moment du Covid. Donc, on a vu ce que c'était et on a vu le coût que ça pouvait être. Même avec une assurance, un médicament qui manquait, ou en France, on se pose même pas la question. On va le chercher à la pharmacie ou aux urgences si problème. Sans ça ait forcément de gros impacts. Aux États-Unis, ça peut vite, et c'est ce qui est arrivé, vite coûter 1500 dollars, pardon, pour un médicament qu'on est censé avoir dans la trousse à pharmacie. Donc c'est des petites choses, mais voilà, qui font quand même réfléchir. Voilà, Ouais, c'est pas des si petites choses que ça, hein. Oui, exactement. Enfin, c'est sûr. Voilà, la santé et puis les études des enfants, en fait. Ouais. Et les études des enfants, c'est vraiment oui, j'ai envie de dire, c'est là où nous, ça a aussi fait partie des réflexions et de la fin, parce qu'à partir du moment où on décide de rester là, on décidait de rester là-bas, ça voulait dire que il y avait un de nos enfants qui faisait lycée, voire ses études universitaires là-bas, et là, on parle plus du tout du même budget qu'en France Ouais. pour étudier. Et la pire des situations, c'est de payer le coût des études aux États-Unis et de rentrer ensuite travailler en France, parce que quitte à payer les études là-bas, autant avoir les revenus correspondants et rester aux États-Unis. Donc, c'est toute une réflexion, voilà, à moyen long terme, voilà, sur ce qu'on voulait faire. Ouais, c'est sûr. Mais c'est hyper intéressant là ce que tu dis parce que dans l'épisode avec Astrid qui est expatriée à Washington, enfin juste à côté de Washington, elle est partie avec déjà des ados qui étaient en âge presque de commencer les études supérieures. Et c'est aussi un questionnement pour eux, quoi. C'est vrai que je me souviens parce que j'ai Ouais. écouté le podcast et il me semble que du coup il y a un de ses enfants qui a redoublé pour faire Ouais. première terminale exprès. Ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet c'est une question qu'on se pose moins, je pense, en France. Bon, moi, je l'ai pas encore vécu à titre personnel parce que mes enfants sont encore trop jeunes et bon, le système a pas mal changé depuis que je suis moi-même passée en études supérieures. Mais ouais, je pense que c'est vraiment, on n'envisage pas du tout la question des études supérieures de la même manière en France ou dans un autre pays, parce que je pense qu'en France, je sais pas si on est vraiment une exception, il y a probablement d'autres pays qui fonctionnent un peu comme nous, mais dans pas mal de pays, en fait, ça coûte tellement cher que c'est un investissement de toute la famille depuis déjà bien des années à l'avance pour pouvoir Oui, puis faire, quoi. au-delà de l'aspect financier, après, il y a le fait de passer d'un système à l'autre. Enfin, Oui.
Et nous, là, c'était le choix pour le lycée. Enfin, après, il n'y a pas de mauvais et de bon système. Je pense qu'il y a du bon à prendre dans chaque système, mais pour les enfants, c'est quand même pas facile de mixer et de passer de l'un à l'autre. Alors autant, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on est parti, les enfants en école primaire ou l'aîné allait rentrer au collège, c'est des années où voilà, c'est encore assez facile. Quand on arrive au lycée, alors tout est faisable. Hein, je veux dire, les enfants, ils sont pleins de ressources, mais bon, on s'était dit, tant qu'à faire, on fera commencer le lycée dans un système. Ouais. Voilà, voilà, en tout cas, nous, c'était c'est le choix qu'on a fait en se disant, on va simplifier le retour et on rentrera au moment de la rentrée au lycée de notre fils aîné en France. Ouais, ok. Bon, après, nous aussi, tu vois, quand on était expatriés en Belgique, on s'était mis une date un peu en fonction de l'école pour rentrer en France. C'est aussi des marqueurs, en fait, hein, quand même, dans la vie d'une famille. Et donc, voilà, ça vous faisait un point de repère. Et si vous aviez déjà décidé, de toute façon, que vous n'y resteriez pas beaucoup plus longtemps que ça, bah voilà, ça fait un marqueur. Et, oui. Et oui, ça en était un, parce que je te dis pas que je ne serais pas restée un an de plus à New York, surtout en partant en plein Covid. Enfin, je pense on serait resté volontiers un an de plus. Mais bon, là. Mais et d'ailleurs, donc le Covid, je voulais justement te demander un petit peu parce que bon, dans mes souvenirs, c'était quand même pas jojo à New York. Ça a été un petit peu décalé par rapport à nous, le pic de la crise, mais c'était quand même assez violent. Comment vous avez vécu ça de l'intérieur, cette période quand même très particulière? En fait, il y a eu plein d'étapes dans cette histoire de Covid. Au départ, on l'a pas mal vécu, et j'ai envie de dire, on était tous dans le même bain au même moment, voilà, à vivre les mêmes difficultés finalement que vous, donc pas moins, pas plus. Il y a eu une première étape qui a été difficile, c'est quand la France a été déconfinée l'été 2020. Ouais. Parce que nous, on s'est retrouvés presque orphelins après avoir mis en place, on faisait des visios tous les jours avec les grands-mères, avec les marraines, les parrains, les copains. Puis tout d'un coup, les Français se sont retrouvés déconfinés. Et là, il y a vraiment eu un stade un peu difficile, parce que là, on s'est vraiment retrouvés comme orphelins du jour au lendemain. Ah oui, du coup, vous avez ressenti beaucoup plus d'isolement. Mais oui, parce qu'on avait mis plein de choses en place, et puis tac, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Pareil, voilà, parce que l'été 2020, du coup, on n'a pas pu rentrer en France. Donc c'est sûr que nous, c'était aussi un peu chaque année, voilà, un moment où on venait se ressourcer en famille. Donc on s'est un peu retrouvés coincés. Et à la fois, j'ai envie de dire, il y avait pire que ce qu'on a vécu, parce que aux États-Unis, il n'y a jamais eu de limite de voyage. En fait, les Américains ont gardé la liberté de voyager, de se déplacer. On n'avait pas d'histoire d'un kilomètre, etc. Donc d'une part, on pouvait bouger. Notamment, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait en forêt le week-end. C'est-à-dire qu'autant la semaine, on sortait pas de notre appartement, parce que même si on avait le droit, je peux te dire que tu n'étais pas forcément très bien vu quand tu arrivais avec des enfants dans la rue. Du coup, les New-Yorkais étaient assez stricts, en fait, dans leur manière de gérer le Covid, enfin assez craintifs. Et là aussi, je pense que c'est lié au rapport à la santé. Voilà, autant on avait la liberté de pouvoir aller en forêt, d'aller se ressourcer, de prendre l'air. Et on a pu voyager ce même été, où on n'a pas pu rentrer en France. Donc au départ, c'était un peu le coup dur. Et finalement, on a récupéré l'appartement de quelqu'un qui devait venir aux États-Unis, qui devait aller en Arizona, et on a pris ses vacances en Arizona, et c'était pas si mal. Il faut toujours voir le positif. Oui, voilà, c'est exactement ça. En fait, je trouve que c'était un peu l'histoire du Covid, où tu dis, bon, c'est un moment difficile, mais finalement, on n'était pas dans la pire situation non plus. Ouais. Et est-ce que vous, du coup, pendant cette crise quand même qui a duré quelques mois, pour pas dire plus, est-ce que vous vous êtes dit qu'à cause de ça, vous alliez peut-être rentrer en France plus tôt ou pas? Non, surtout que faut quand même reconnaître que cette crise, on savait pas très bien ce qu'il en était. Voilà, que de toute façon, il fallait aussi, je veux dire, notre présence aux États-Unis, elle était liée au travail de mon conjoint, et que de toute façon, on ne pouvait pas quitter comme ça, il pouvait pas quitter comme ça son travail.
Non, il y a eu, en fait, la grosse question s'est posée, c'était avec les écoles, parce que quand en août 2020, à New York, ils ont commencé à annoncer qu'ils n'étaient pas prêts pour réouvrir les écoles publiques. Là, on s'est dit, là, il va y avoir un problème parce que si après 2 mois de vacances, ils nous annoncent qu'ils sont pas prêts pour réouvrir les écoles, c'est qu'elles vont jamais réouvrir, enfin, elles vont pas réouvrir tout de suite comme il se doit. Et là, pour le coup, on a tout de suite agi. On a eu l'opportunité, il faut le dire aussi, de changer les enfants d'école. Ok. Donc, les 2 plus jeunes sont passés en privé. Et là, on a vécu pour eux deux un Covid différent des autres New-Yorkais, puisque autant les écoles publiques, elles ont mis beaucoup de temps à réouvrir, voire elles ont pas réouvert complètement avant notre départ des États-Unis, parce que c'était à part-time, c'était à distance, enfin c'était voilà, c'était pas comme en France. Autant quand ils ont rejoint des écoles privées, ils étaient 10 par classe. Enfin là, ils ont été chouchoutés. Enfin pendant un an. Alors je peux pas dire que c'était pas violent non plus pour eux, hein, parce que quand en septembre on leur a dit vous allez changer d'école du jour au lendemain. Alors autant le plus jeune, il est parti, voilà, parce que aussi là, dans l'histoire, on a été aidé par des copains. C'est la communauté aussi. On se refile les bons plans. Qui avaient trouvé cette école, où il y avait de la place. Qui rentraient dans notre budget, hein, parce que les écoles privées à New York, si on n'y était pas, c'est parce qu'on ne pouvait pas. Voilà, donc quand cette opportunité s'est présentée, c'était une sacrée chance. Et autant ça a été assez facile pour Victor, donc notre plus jeune qui est parti avec ses copains, autant le second, Clément, qui rentrait à ce moment-là, ça devait être, je réfléchis, 6, 7, 8 grade, c'est la quatrième. Autant lui, ça a été violent parce qu'il s'est retrouvé scolarisé avec son frère dans une école privée, son frère qui était en école primaire alors que lui, il était en middle school. Donc il avait l'habitude d'avoir gagné en autonomie, aller à l'école tout seul, être indépendant, et il se retrouve du jour au lendemain dans une nouvelle école où il connaît personne. Sur la dernière année, du coup, de la middle school, donc avec des élèves qui ont fait toute leur scolarité ensemble, qui se connaissent. Ouais, c'est pas facile. Voilà, donc je peux pas dire non plus que ça a été super facile, mais j'ai envie de dire, moins, c'était, pour le coup, pour nous, on savait qu'on allait rentrer l'année d'après, et c'était important pour nous que les enfants aient une scolarité normale, parce qu'on s'est dit, après un an de part-time, d'école en part-time, en France, le retour aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais. Et votre fils aîné, du coup, lui, il a fait quoi? Et l'aîné, alors, donc lui, beaucoup plus compliqué, il rentrait en high school, au lycée, qui commence en troisième, l'équivalent de troisième aux États-Unis. Et pour le coup, là, c'était une école publique, et la high school, en fait, on postule, c'est beaucoup plus compliqué, tout un tas de démarches pour rentrer dans ce type d'école. Donc le switch dans une école privée du jour au lendemain n'a pas été possible. Et donc lui, il a fait 3 mois comme ça, où on avait, donc dans cette école, cette high school publique, où on avait demandé à ce qu'il puisse aller la moitié du temps à l'école, puisque c'était le format qui était proposé à ce moment-là à New York pour les élèves qui voulaient retourner un peu à l'école. Et en fait, quand on a compris que même quand il allait à l'école, c'était pour se retrouver dans un hangar devant un ordi à côté d'élèves qui n'étaient pas dans sa classe, pareil pour une première année de high school, puisqu'il était en troisième, une première année de high school, donc il connaissait personne. Là, on a trouvé ça extrêmement violent. Quand la première fois, il a dû faire un travail en groupe avec quelques élèves de sa classe, je me suis dit, ça y est, ça va être l'opportunité de rencontrer des gens de sa classe, et ils n'ont pas mis les caméras et ils échangeaient par texto. Oh là là. Je me suis dit, là, ça allait pas être gagné. Et du coup, pour lui, du coup, on a commencé à réfléchir un retour en France précipité, puisqu'on savait qu'on allait rentrer au mois de juin 2021, et on s'est dit, lui, c'est pas possible, c'est pas possible de faire un an comme ça, ça va être trop difficile. Alors, on était plus inquiets, j'ai envie de dire, que lui, parce que un ado dans sa chambre qui descend de son lit mezzanine pour aller à son bureau en pyjama, ou pour lui, au départ, il n'a pas vécu ça si difficilement. Et il a pas tout de suite vu le problème, en fait. Et nous, on était un peu plus inquiets. Et voilà. Et du coup, on a initié des démarches pour qu'il puisse rentrer en France.
dès la fin du mois de décembre, on a commencé à contacter les écoles en France. Où là, pareil, c'est toujours des histoires de retour, où les écoles publiques à Paris, alors on s'était dit, on va le mettre chez sa grand-mère qui est domiciliée à côté d'une école qui a l'air tout à fait correcte. Et après avoir contacté le rectorat, il fallait une mise sous tutelle pour qu'il puisse intégrer cette école. Enfin, on s'est dit, voilà, c'est pas gagné. Et à l'inverse, en fait, il y a une école privée où était scolarisé son cousin, qui l'a accueilli avec beaucoup de bienveillance. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah oui, donc lui, il est rentré 6 mois plus tôt. Il est rentré, alors du coup, il est rentré. On avait initié les démarches. Pour tout dire, au départ, je voulais qu'il rentre. Je m'étais dit, bon, peut-être vacances de février-mars. Et puis, l'école nous a dit, non, février-mars, c'est un peu tard. Il faudrait qu'il rentre là dès le mois de janvier. Sinon, ça va être trop court pour lui. Donc là, ça a été un peu violent parce que on était au mois de décembre. Et en fait, on est en train d'envisager, du coup, un retour au mois de janvier. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, il est rentré mi-janvier en France. Et il est allé vivre du coup. Alors il est rentré franchement, et dans des moments comme ça, la famille. Enfin c'est sûr que la famille c'est sacré. Il est rentré, il a été accueilli par sa grand-mère, et sachant que la chance qu'il a eue, c'est qu'il a un cousin du même âge qui était dans la même école, donc qui a forcément facilité l'intégration, j'ai envie de dire, dans l'école. Et il avait la chance de passer les week-ends. En fait, il passait les week-ends chez son cousin et la semaine chez sa grand-mère. Sachant que j'ai 4 sœurs, donc la famille était très présente. Enfin, il était très bien entouré, mais malgré tout, en tout cas déjà pour les parents, c'est sûr qu'on ne se prépare pas à ça. Moi. Et l'autre difficulté, ça a surtout été qu'on lui avait dit dès le départ, écoute, au mois d'avril, tu viens passer tes 2 semaines de vacances françaises, tu viens nous retrouver, voilà, pour les vacances, donc, ça va passer vite. Et à ce moment-là, pour pouvoir voyager entre les États-Unis et la France, il fallait des autorisations exceptionnelles pour pouvoir intégrer le sol américain. Et alors qu'au départ, on s'était dit, ça va être facile, il vient rejoindre ses parents, il a un visa en règle, etc. Et en fait, l'accès lui a été refusé. Donc là, j'avoue que ça a été un peu violent, un peu imprévu, parce qu'on s'était préparé sauf à ça. Et du coup, on pensait le voir au mois d'avril. En fait, il a fallu attendre le mois de juillet pour se retrouver. Bon, entre-temps, moi, j'avais eu une demande. J'ai réussi à avoir une autorisation pour aller en France, rédigée d'une manière différente pour me donner plus de chances de pouvoir l'obtenir. Mais c'est sûr. Ouais, c'est chaud du coup de laisser ton petit bonhomme, ok, c'est un adolescent, mais quoi, 13 ans, 14 ans, quoi, pendant 6 mois sans le voir, c'est pas possible. Non, c'est sûr que ça a été une période un peu compliquée. Ouais, j'imagine. Et lui, est-ce que tu sais comment il l'a vécu du coup là, ce retour un peu précipité, parce que d'un coup, il vous a plu vous. Donc les 4 de la famille proche, ils changent de pays, est-ce qu'ils se souvenaient de comment c'était la vie en France, tu vois, après 4 ans à vivre aux États-Unis, oui, t'as peut-être un peu oublié, la culture est différente, quoi, on vit pas de la même manière. Oui, alors malgré tout, mon fils aîné, il est resté français, il est resté bien français, donc il est rentré chez lui là-dessus, il n'y a pas eu... Ah ouais, ok, il n'a pas eu de choc culturel inversé. Y compris en arrivant dans une école privée aux États-Unis, en France, quand tu viens d'une école publique aux États-Unis, parce que franchement le gap est quand même énorme. Non, ça a été assez facile, et il est arrivé, au sein d'une grande famille en fait qu'il connaissait avec son cousin. Voilà. Après, il y a quand même eu des étapes compliquées. Il y a eu quelques moments difficiles, mais bon, tu relativises, ça aurait pu être pire. Oui. Ouais, au final, ça s'est fait plutôt pas mal, mais c'est sûr que ça devait pas être hyper facile tous les jours, ni pour lui, ni pour vous, quoi. Non. Vous étiez content quand ça s'est terminé. Non, et puis il faut reconnaître qu'on est quand même à une époque où, tu sais, avec tous les réseaux, les moyens de communiquer, alors c'est pas la même chose d'être dans la même pièce que quelqu'un. Bien sûr. Mais malgré tout, ça a quand même facilité aussi les échanges à ce moment-là, parce que
Ah, c'était dur. Ouais, je veux bien croire. Mais du coup, vous êtes rentrés donc comme prévu, donc les quatre, les quatre autres. Oui, oui. Donc là, c'est ton mari qui rechange de boulot ou comment ça se passe? Non, alors là, la chance aussi, c'est que il est resté dans son entreprise. Il a eu une passerelle, non, non, pour Ok. rentrer en France. Et quand je disais au départ que il avait un contrat local, en fait, il avait tout de suite évoqué le retour en disant, voilà, si je rentre, voilà, dans quelles conditions est-ce que ça peut se faire? Est-ce que le déménagement peut être pris en charge? Enfin, qu'il n'y ait pas cette charge-là. Et là, j'avoue que par rapport à d'autres expatriés, bah, le retour est beaucoup plus facile. Oui. Après, sauf quand tu rentres, que tu es resté avec un contrat d'expat, évidemment. Ouais. Mais du coup, professionnellement pour lui, ça a été quoi. Oui, il n'y a pas eu cette difficulté-là. Après, il y en a d'autres. Voilà, tu dois quand même tout reconstruire bah, en rentrant, en fait. Ouais. Vous vous êtes réinstallé dans la région où vous viviez avant le départ? Alors, on est resté dans la même région, mais justement, on ne s'est pas réinstallé dans la même ville. Parce que nous, au départ, on était dans le sud des Hauts-de-Seine, dans une ville qui s'appelle Antony, qu'on adorait d'ailleurs. Mais voilà, on est rentré aussi avec un nouveau projet, avec de nouvelles envies. Bah déjà, on s'était dit que c'était dommage de pas mettre les enfants en école internationale. Ah oui. Ça, il y en a peu pour le moment dans le sud de la région parisienne, même si je pense qu'à l'avenir, avec le plateau de Saclay, etc., ça va se développer. Mais là, on est arrivé trop tôt. Donc ça, c'était un facteur, une motivation en fait pour changer. Et puis on avait envie de se rapprocher de la famille proche. Bah, c'est vrai qu'après 4 ans et notamment un an de Covid où on n'a pas pu rentrer, voilà, même si on avait un cercle d'amis très précieux à Antony, on avait envie voilà, de se rapprocher de Paris. Et puis moi, d'un point de vue professionnel, avec mes guides de voyage, etc., bah, c'est sûr que la facilité d'accès à Paris jouait aussi. Alors Anthony, Oui. c'est pas non plus le bout du monde, mais c'est sûr que là, parce que je suis pas non plus à Paris, on est en première couronne, mais voilà, maintenant les déplacements sur Paris sont quand même beaucoup plus simples aussi. Voilà, donc tout ça a fait que bah, finalement on a changé de ville. J'avoue que le projet initial, c'était de mettre les enfants dans la même école, même s'il y en avait un au lycée, un au collège, un au primaire. On avait regardé toutes les écoles avec des programmes avec une formule internationale qui proposait bah, lycée, collège, primaire. Et puis finalement, il n'y a pas eu une école qui prenait les 3 enfants. Il y avait toujours un problème de place parce que forcément, quand on arrive en plein milieu de scolarité, Ouais. il faut qu'il y ait une place qui se libère pour que un enfant puisse prendre la place. Donc finalement, c'était pas du tout le projet initial, c'est-à-dire que ça s'est fini, c'était 3 enfants dans 3 villes différentes, enfin 3 écoles, 3 villes différentes. Voilà, mais avec des aînés qui étaient assez grands pour se déplacer tout seuls. Donc finalement, la question se posait surtout pour le plus jeune. Et du coup, tu en as parlé un tout petit peu là, sur le choix de du lieu de votre réinstallation en France. Et j'avais envie de te demander un peu, du coup, toi, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 4 ans à New York, vu que tu avais donc mis ton boulot français de côté, en stand-by pendant quelques temps. Parce que tu n'es pas resté les bras croisés. Raconte-nous tout. La naissance du coup de Family Way que tu as déjà évoqué. Alors, en fait, il faut quand même dire qu'il y a eu plein d'étapes. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à New York, je quittais en fait un rythme en France où bah, je travaillais et le rythme de la journée, c'était on déposait les enfants à la garderie le matin et je rentrais à 20h le soir. Donc au départ, quand on est arrivé comme ça à New York, je me suis dit, ah, ben là, ça va être une petite parenthèse. Et en fait, qui tombait vraiment à un moment propice parce que bah, les enfants sont encore à un âge où ils ont un peu encore besoin de toi et où bah, voilà, tu peux passer du temps avec eux. Donc j'avoue qu'au début, j'en ai profité. Il faut aussi dire que la vie de parents à New York fait que c'est quand même bien d'avoir un parent qui soit pas trop occupé ou alors il faut des moyens ou des outils pour s'en sortir. Et les enfants finissent l'école tôt, Ah oui. en l'après-midi.
Donc voilà, il faut être disponible assez tôt, surtout quand on a des jeunes enfants, pour passer à l'étape d'après. Ouais. Voilà, donc il y a eu toute cette phase-là où j'en ai bien profité. À la fois, je m'étais inscrite à des cours de langue, et à la fois, je profitais de New York quand ils étaient à l'école, notamment le matin. Voilà, moi, j'étais au cœur de la ville. Enfin, c'était chouette. Je m'étais dit, mais super, je vais pouvoir découvrir la ville. Et c'est un peu aussi comme ça que je me suis passionnée pour cette ville. Et à la fois, justement, il y a un stade quand même où on se dit, bah, j'aimerais bien quand même avoir une activité un peu stimulante, faire quelque chose. Enfin, on commence à voilà, rechercher autre chose. Et il se trouve en fait que est né un projet entrepreneurial. Alors, je pense aussi poussé par l'ère de la ville. En fait, à New York, il y a beaucoup de gens qui se lancent, de projets. Les gens se fixent pas de limites, enfin moins de limites en fait. Je pense qu'en France, ils sont beaucoup plus ouverts à ce type Ouais. voilà, de changement, de projet. Et je me suis lancée en fait voilà, dans un projet entrepreneurial et j'ai lancé du coup Family Way. Donc Family Way, c'est des guides de voyage qui sont destinés aux familles. Et là, c'est né de manière complètement empirique puisque je trouvais qu'il n'y avait pas de moyen qui était offert en fait aux familles pour découvrir New York tous ensemble. C'est-à-dire que on était un peu devenu guide aussi par la force des choses parce que autant dire quand on habite New York, on avait des visites à toutes les petites vacances. À chaque fois, qu'est-ce qu'on fait, comment on visite, voilà. Et on s'est retrouvé à recevoir des gens qui étaient un peu dans la même avec une situation familiale qui était un peu comme la nôtre, donc avec des enfants et souvent avec un grand, puisque mon fils aîné entre-temps grandissait, donc de 12-13 ans et un plus jeune de 6-7 ans, et on trouvait que voilà, il manquait un moyen sympa de se lancer dans la découverte de New York tous ensemble, avec un guide qui s'adresse à tout le monde, suite 6, suite 13, et puis les parents, parce que je disais toujours, quand on vient à New York, on n'a pas une journée de nos enfants. On a tous envie de profiter de la vie, de découvrir la vie. Ouais, bien sûr. Voilà, et c'est comme ça en fait qu'est né Family Way, avec l'idée d'offrir un moyen ludique mais pédagogique de découvrir la ville en famille. Mais j'ai lu, je crois que c'est sur ton site du coup, que tu étais guide certifié de New York. Oui, alors ça c'est un peu, tu sais, le syndrome de l'imposteur où tu te dis, je vais essayer quand même de cocher les cases parce que c'est sûr quand tu te lances dans ce type d'aventure, tu te dis, la première chose qu'on va me dire, c'est mais dans quoi tu t'es lancé, de quels outils tu disposes pour pouvoir justifier d'un guide comme ça. Donc c'est vrai que j'ai passé ma certification de guide touristique de la ville de New York parce qu'à New York, tu as l'obligation en fait de passer cette certification pour être guide. Okay. Voilà, après, j'ai envie de dire que c'est pas ça qui a nourri mes guides. En fait, c'est que ça faisait 3 ans que je m'étais passionnée pour cette ville, que je passais mon temps à l'arpenter, à la visiter. Voilà, c'est sûr que j'ai eu la possibilité de le faire et que je m'en suis pas privée. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup plus visité New York que je n'ai visité Paris, que je n'avais visité Paris jusqu'à ce jour. Donc, ouais. Mais c'est souvent comme ça, je crois, quand on vit à l'étranger. Nous, on a arpenté la Belgique pendant 9 ans quand même. On a eu le temps de visiter pas mal, beaucoup plus finalement que nos collègues qui avaient toujours vécu là. Oui. Ah ouais, t'es allé là, tout ça. Oui, en même temps, c'est qu'1 heure et demie de route. La Belgique, c'est très petit. Et donc, ouais, quand t'es à l'étranger, t'es un peu en mode touriste quand même si tu y vis. Ouais, tu gardes. Quand t'es là pour un temps limité, que tu le sais. Tu dis, on est là pour 4 ans parce qu'on a arpenté New York, mais on s'est aussi offert la possibilité de découvrir d'autres villes des États-Unis en se disant, mais là. Oui, bien sûr. Tant qu'on est de ce côté-là de l'océan. Profitons-en. Donc, c'est sûr que. Voilà, que là, on a visité en long, en large, en travers, et que c'est aussi un peu ça, tu vois, quand disaient toujours les enfants, j'en disais, allez, aujourd'hui, on va à Manhattan. Alors, t'avais l'impression que Manhattan, mais c'est la punition. Quand on habitait Brooklyn, il fallait... et tu dis, mais c'est quand même dommage. Enfin, une sacrée ville à découvrir tous ensemble, etc. Et voilà, et c'était là où je trouvais qu'il manquait un petit truc sympa pour le faire...
voilà, de manière ludique. J'ai fait des parcours parce que les enfants, ils sont rassurés quand ils ont une étape 1, une étape 2, une étape 3. Ils savent à peu près Quand est-ce que ça va se terminer? ça va se terminer. Voilà. Euh, ouais, ça les rassure en fait d'avoir un cadre, alors qu'au départ, tu te dis, toi adulte, tu as envie de flâner dans la ville, de Ouais. pas savoir où tu vas. Ça, c'est possible à 1, à 2, mais avec 3 enfants à côté, non, ça marche pas. Mais on va où ensuite? Quelle rue? Et tu Ouais. peux pas avoir. Enfin, voilà, c'est là où je trouvais que l'expérience des guides existants, où voilà, tout ton guide, tu regardes où tu vas, ah bah tiens, on va aller. Voilà, c'est pas la meilleure des solutions quand tu visites en famille. Donc du coup, tu as utilisé des cobayes, donc tes enfants, j'imagine, et puis des visiteurs Oui, pour tester des parcours. Tu as inventé des énigmes, c'est ça? Des chasses au trésor, des... oui, alors j'appelle ça des jeux de piste, mais en fait, Ouais. tu as 100% de chance d'arriver à destination parce que, encore une fois, le but, c'est que ça soit ludique et c'est pas de se perdre, et c'est de visiter, c'est pas de se perdre au bout de 2 minutes. De la même manière, il y a des jeux, mais en fait, tu as 100% de chance de trouver la réponse. Le but, c'est pas d'être collé au bout de la deuxième question. C'est juste que c'est des jeux qui te permettent vraiment d'explorer la ville et euh, voilà, de trouver de l'intérêt à ce que tu vois, voilà, que les enfants soient acteurs en fait dans la visite et trouvent, voilà, cherchent des réponses à des questions, explorent la ville, regardent, soient attentifs à ce qui se passe. C'est un peu l'idée, voilà, du parcours. Et comment t'as... Parce que donc t'aurais pu faire ça juste, ben, du coup, pour toi et, et les amis et la famille qui te rendaient visite. Donc t'as dit que t'avais initié une aventure entrepreneuriale. Du coup, t'as créé une entreprise aux États-Unis ou quand même en France? Alors, pourquoi cette aventure entrepreneuriale? Encore une fois, je pense que c'est lié aussi, tu vois, au climat de New York. On était entouré Ouais, de plein tout est possible. d'entrepreneurs. Voilà, tout le monde se lance et tu te dis, finalement, pourquoi pas? Finalement, ce que je savais faire, c'était quand même une étude de marché. Donc là, pour le coup, j'avais mené cette étude de marché voilà, qui montrait que, en effet, ce guide n'existait pas, qu'il y avait quand même un nombre de voyageurs important qui se retrouvaient dans la même situation. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas aller au bout du challenge et se lancer dans la création d'une entreprise. Donc c'est comme ça qu'est née Family Way. Je l'ai créé tout de suite en France parce que, encore une fois, depuis le départ, je savais qu'il y avait Ouais, un retour. Donc, je m'étais dit, tant qu'à faire, c'est un guide qui va s'adresser à des Français. C'est pas si compliqué finalement de créer sa société comme ça à distance, aussi reconnaître cela. Donc, je me suis lancée voilà, dans la création d'une micro-entreprise en France ouais. pour initier ce projet. Ok. Et du coup, parce qu'en plus, enfin, je me doutais de la réponse, hein, comme vous aviez le projet de rentrer en France, mais en plus, c'est peut-être compliqué pour un étranger de créer enfin, une entreprise aux États-Unis. Je sais pas trop, mais peut-être il y a Euh, des histoires de visa et tout ça, non, quand même. Enfin, j'ai pas initié cette. Je suis pas du tout partie. Dès le départ, je savais que c'est pas ce que je voulais Ouais. faire, mais c'est pas si compliqué parce que pour avoir croisé justement pas mal d'entrepreneurs aux États-Unis, à plusieurs reprises, on m'a dit mais pourquoi tu crées pas aux États-Unis? C'est beaucoup plus simple. Ah oui, ah d'accord. Bon, bah, comme quoi. Donc finalement, j'ai pas l'impression que c'est la limite était là, mais D'accord. voilà, je savais qu'un an, enfin, on savait que notre temps sur le sol américain allait être compté, donc je m'étais dit plutôt que faire des démarches dans un sens puis dans l'autre, voilà. Après, je sais pas si j'ai fait ce qui avait de plus simple ou pas, mais voilà, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Bah, après, c'est en tout cas, ça peut-être simplifier aussi la suite de ton aventure entrepreneuriale une fois rentré en France, quoi. C'était Du ça. coup, t'as plus un sujet, ton entreprise, elle est là, t'habites là. Enfin, je veux dire, tes clients, ils sont là. Oui, t'as pas C'est à refaire assez les fluide. démarches dans l'autre sens, en fait, c'est ça. Ouais. Et mais tu nous as dit au début que donc tu avais posé 1 an de congé sabbatique en partant, et après, tu as dit 2 ans d'accompagnement. 2 ans de congé de création d'entreprise. Et Mais enfin, tu savais déjà? Tu... non, alors je savais que c'était en France, en fait, on m'avait indiqué dès le départ que c'était une des solutions qui était utilisée par les Français pour garder leur poste le plus longtemps possible.
sans trop de contraintes, mais il se trouve que ça m'a aidé parce que, en effet, on m'a demandé cette justification et ce justificatif de création d'entreprise. Et donc là, ça m'a bien aidé pour pouvoir justifier d'années supplémentaires voilà, pour garder le poste. Et pareil, avec un facilitateur si jamais je voulais retrouver mon poste arrivé en France. Il se trouve que il a fallu démissionner à un moment donné, puisque là, on arrivait à 3 ans et que on est resté 4 ans. Donc tu as démissionné pendant que vous étiez encore à New York. Et tu t'es senti comment à ce moment-là? T'avais le cœur léger ou t'étais quand même un peu petit bout de chemin entre-temps et je savais que de toute façon, même si je rentrais en France, j'aspirais à autre chose. Après toute cette expérience, je suis pas... Enfin, autant j'avais beaucoup aimé le job que j'avais fait en France. Enfin, c'est pas un rejet de ce travail-là, mais autant là, j'étais passée par des étapes qui faisaient que j'aspirais à autre chose. Ouais, donc t'es rentrée avec ton bébé sous le bras, et donc aujourd'hui, Family Way se francise un peu. Voilà. Alors Family Way, j'ai envie de dire que le lancement a pas été non plus évident parce que le Covid, forcément, a un peu compliqué le lancement de guide de voyage. En fait, j'ai lancé le premier guide sur New York en février 2020, donc un mois avant le Covid. Franchement, un timing parfait. Après, c'est comme tout le monde, tu essaies de relativiser. Tu dis, bon, il y a des gens dans des situations plus compliquées, mais c'est sûr que j'ai pas vécu ça avec beaucoup de joie. Ouais. Donc, pendant, j'ai envie de dire une première période, du coup, c'est un peu plus de t'orienter vers les francophones aux États-Unis en disant que finalement, ils sont quand même là. Voilà, essayer de retravailler un peu ton projet autrement, mais voilà, c'est sûr que ma cible principale, c'était ce guide, il était dédié à des Français qui voulaient visiter New York, ou des francophones qui voulaient visiter la ville. Voilà, et donc en rentrant en France, c'est sûr que je me suis posé pas mal de questions sur la suite du projet, parce que je me suis pas lancée non plus dans le projet le plus facile en termes de business plan et de chiffres. L'édition, c'est un secteur qui est assez compliqué. Voilà, à la fois j'étais sur un projet qui me passionnait et avec vraiment l'envie de développer ces guides partout dans le monde. Il se trouve qu'au départ, j'ai eu plutôt des retours positifs, notamment, même si ça s'est pas fait, d'éditeurs, et je me suis dit en fait c'est trop tôt pour lâcher ce projet, il me passionne. Voilà, je me laisse encore un peu de temps pour le développer, et voilà, je suis aujourd'hui dans cette démarche-là, avec l'idée de développer ces guides en fait partout dans le monde. Alors cette fois, il se trouve que là je viens de sortir le Louvre, qui était la destination, le deuxième livre que j'ai pu imprimer, et que je vais pas pouvoir faire des destinations partout dans le monde comme ça rapidement, parce que forcément je pars de pas grand chose. Mais avec l'idée de dédier l'écriture des prochains guides à des auteurs, voilà, pour aller plus vite, pouvoir développer une collection Family Way plus rapidement. Ok. Et donc là, tu disais, donc tu as sorti un guide pour visiter le Louvre. Donc c'est toujours à destination des familles. Mais il y a les livres, mais tu as aussi des jeux de pistes téléchargeables? Oui. Alors, en fait, avant de quitter les États-Unis, c'est sûr que je m'étais dit, bon, profitons-en, je suis sur le sol américain, il y a plein d'autres guides et parcours à faire, notamment au moment du Covid. Et il se trouve que j'ai développé un parcours du coup téléchargeable à Princeton, à Miami Beach et à Philadelphie. Ouais, ok. Et donc pour le Louvre, il y en a aussi, non? Parce que là, le guide que tu viens de sortir, c'est pas Paris, c'est spécifiquement la visite du musée du Louvre. Alors la question s'est posée évidemment en arrivant en France, par quoi je commence, et la réponse facile, c'était Paris. Mais pour le coup, là, ma petite étude de marché m'a montré que autant sur New York, je n'avais rien trouvé, autant sur Paris, je peux pas dire qu'il n'y ait pas d'initiatives et de moyens proposés aux familles de visiter la ville en famille. Il y a plein de petites initiatives qui existent, plein de petites choses. Donc, j'ai pas commencé par Paris, parce que je trouvais que le marché était déjà bien adressé, et c'est pour ça que j'ai commencé par le Louvre, en disant que le Louvre, c'était typiquement le type de destination qui était aujourd'hui très mal... que je trouvais pas très bien adressé aux familles, et sur lesquelles ça valait le coup de développer quelque chose, et où je trouvais que Family Way apportait sa pierre à l'édifice
Ouais, ouais, c'est sûr. Et franchement, aller visiter le Louvre, déjà juste entre adultes, ça peut faire un peu peur. Avec des enfants, on se dit, oh là là, c'est tellement grand. En fait, c'est ça le problème du Louvre, entre guillemets, je dis problème, c'est que c'est tellement grand qu'on ne sait pas toujours par où commencer. Et donc, enfin moi, je recommande plus hein, quand même d'emmener nos enfants au musée. Mais c'est vrai que avec un petit parcours, quelque chose qui est pensé pour toute la famille, voilà, c'est toujours un plus. Ça permet de passer un bon moment parce que même en tant qu'adulte, parfois, juste passer de salle en salle, de tableau en tableau, de sculpture en sculpture, c'est pas toujours passionnant. C'est exactement l'ambition de Family Way. En fait, c'est de proposer du coup des parcours qui permettent à la fois de voir les incontournables, à la fois d'avoir un peu de contenu, à la fois que ça soit un peu ludique pour découvrir ce musée qui est immense en fait. Ouais. Et puis le guide, il a d'autres vertus en fait. L'objectif, c'est de donner envie. Donc moi, l'idée d'abord, c'est de donner envie aux enfants, aux ados. Donc un parcours comme la mythologie, on va passer par la victoire de Samothrace, expliquer aux enfants que le premier qui s'est inspiré de cette statue, c'est Nike, puisque la victoire de Samothrace, c'est la déesse de la victoire Nike. Voilà, pour leur dire, mais en fait, la mythologie, elle est autour de toi. Et si on est des enfants plus jeunes, c'est le baiser de Psyché et montrer que finalement, c'est le réveil de la Belle au bois dormant et que Disney s'est aussi inspiré de la mythologie. Donc, vraiment, l'idée des parcours Family Way, c'est déjà de donner envie et puis ensuite, d'initier des parcours avec des thématiques. Donc là, il y a 6 thématiques. Il va y avoir une thématique sur les incontournables. Donc, évidemment, ça va être passé par la Joconde, le radeau de la Méduse, tous les grands incontournables du Louvre, et en armant les parents aussi, parce que parfois on se retrouve un peu sans voix quand les enfants commencent à poser des questions, donc c'est aussi chouette d'avoir un peu d'aide. Oui, oui, ça c'est toujours intéressant parce que franchement, c'est vrai que quand on se retrouve devant le radeau de la Méduse, ben bon, on prend une petite claque quand même. Le tableau il est vraiment impressionnant, mais bon après de là en parler, expliquer, etc. Bon, Oui, ouais, ça peut être un peu démuni. Donc c'est un peu l'idée des parcours Family Way, c'est donner un peu de sens, que ça soit ludique, baisser la charge mentale des parents. Moi, quand j'entendais ma sœur me dire qu'elle préparait les parcours en avance pour être au taquet, passer des heures à préparer ses sorties comme ça dans les musées, je me dis, oui, mais parfois c'est ce qui fait qu'on n'y va pas, parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Ouais, ouais, clairement. Ouais. Et puis, enfin, tout le monde n'aime pas non plus forcément ça, se plonger dans l'histoire, etc., aller chercher le contexte de ce qu'on va aller visiter dans un musée. Du coup, bah, on n'y va pas parce que quand on passe devant, on comprend pas. Donc en fait, voilà, Ouais, c'est pour ça, moi, je conseille toujours une visite guidée, mais à minima un guide, voilà, un petit truc, oui. même si au final on voit pas tout, mais ça, au moins ce qu'on verra, on aura compris ce qu'on a vu, on aura passé un beau moment tous ensemble, tout le monde aura appris quelque chose et c'est super chouette, Oui, quoi. et c'est exactement ça, parce que je dis toujours, c'est sûr, quand on a la possibilité d'être accompagné par un vrai guide, par une personne, ça c'est quand même cadeau, parce que là, t'as pas de questions à te poser, tu te laisses porter. Encore que c'est pas toujours adapté, enfin ça Oui, dépend, hein, bien sûr, mais pour toute la déjà, famille, il faut quoi. trouver un guide qui s'adresse en effet à la famille. Ensuite, financièrement, on ne parle pas de la même chose, Ouais. hein, c'est pas le coût. Mm. Et puis, en termes d'organisation, ça nécessite aussi beaucoup d'anticipation, parce qu'en général, il n'y a Ouais. pas des créneaux ouverts comme ça à la dernière minute. Donc, voilà, c'est pas le même effort en termes de visite. Et après, le Louvre propose des visites qui sont très bien, mais avec des Nintendo 3DS où on met un casque sur les oreilles des enfants et avec un écran pour suivre la visite. Et alors, c'est très bien, on apprend plein de choses, mais ce que je trouve, c'est que finalement, ce type d'expérience, ce type de visite, c'est aussi une expérience en famille. Et moi, je prends autant plaisir à écouter les enfants parler, les écouter me raconter qu'ils ont vu telle œuvre à l'école et ce qu'ils en ont appris, à découvrir le Louvre. Ça fait partie finalement de l'expérience. Je trouve que ça Ah ouais, tout coupe à fait. aussi un peu cette expérience-là. Et que le but des guides Family West, c'est de découvrir tous ensemble, de jouer tous ensemble, de vivre l'expérience tous ensemble et de repartir avec des souvenirs forts en famille.
Ouais, bon, écoute, moi je te rejoins tout à fait. J'ai hâte de pouvoir aller à Paris et tester. Ou à New York d'ailleurs. Enfin, ni l'un ni l'autre n'est prévu pour le moment, mais j'espère pouvoir essayer ça avec mes deux garçons et mon mari, ce serait super chouette. Je mettrai évidemment, Raphaël, dans les notes de l'épisode, tous les liens pour se procurer donc les guides de Family Way ou télécharger les parcours téléchargeables. Ce sera le plus simple sur le site de Family Way. Donc voilà, juste pour revenir à votre retour en France, est-ce que, donc là ça va faire 2 ans que vous êtes rentrés, Oui. Toute la famille s'est bien acclimatée? Oui, franchement, le retour finalement a pas été si compliqué. Déjà, on rentre quand même chez nous. On est parti de 4 ans, donc on n'a pas eu le temps d'oublier. On s'est vite réacclimaté. Vous étiez pas devenus vraiment des Américains encore. On n'a pas encore les gilets jaunes, mais tu te réacclimates très vite à la France. Le retour, même d'un point de vue scolaire, tu vois, a été assez facile parce qu'au départ, ça aurait pu être aussi une crainte pour les enfants, parce que c'est sûr que t'es 4 ans en milieu américain, on aurait pu penser que ça allait être compliqué, et finalement ça s'est fait franchement assez facilement. Donc non, New York nous manque quand même. C'est quand même une ville qui est incroyable. Et est-ce que vous envisagez peut-être une autre expatriation? Je ne sais pas quoi dire, c'est-à-dire qu'à la fois, j'ai trouvé ça génial, à la fois, encore une fois, on est quand même à des âges où, pour les enfants, tout se complique. Je sais pas, si ça se proposait, ça se présentait, peut-être qu'on étudierait la question. Enfin, je recherche pas forcément, et voilà, mais j'ai adoré. Donc, on a adoré cette expérience en famille. Bon, génial. Je sais pas si tu pensais à autre chose pour clore cet épisode. Mais en tout cas, on a fait un beau voyage. Oui, là, je crois c'est un peu parti sur plein d'expériences. On s'est dit plein de choses. Écoute, un grand merci Raphaël. Bonne chance pour le lancement du Family Way au Louvre. C'est en ce moment, donc voilà. Une belle vie à ton petit renard et qui est la mascotte de Family Way. Et merci beaucoup pour ton partage d'expérience et ton témoignage. Merci beaucoup Floriane. Merci de m'avoir accueilli sur le podcast. C'est chouette aussi de profiter des podcasts des autres et de donner l'opportunité de partager une belle expérience d'expatrié. Encore une fois, un grand merci à Raphaël d'avoir partagé son expérience à la fois d'expatriation et puis de création d'entreprise, de création de projets autour du sujet du voyage en famille. Vous imaginez que moi, c'était vraiment un sujet que j'étais très heureuse de mettre en avant, et je remercie Raphaël de sa confiance et d'avoir choisi Parents Voyageurs pour communiquer autour du lancement de Family Way au Louvre. Cet épisode de podcast fait partie d'une collaboration que nous avons mise en place entre Family Way et Parents Voyageurs. Donc vous risquez d'en entendre parler essentiellement dans d'autres articles. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles ou nous envoyer des petits commentaires. Ça nous fait toujours super plaisir et puis ça aide le podcast à gagner en visibilité. Quant à moi, je vous souhaite de très belles vacances. C'était la dernière de la saison pour moi. Émilie clôturera la saison 4 du podcast de Parents Voyageurs dans 2 semaines. Je vous retrouverai avec un immense plaisir en septembre. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter d'anciens épisodes sur la route de vos vacances, dans votre jardin, sur un transat, les doigts de pied en éventail. Toutes les occasions sont bonnes pour écouter un podcast de Parents Voyageurs et un podcast qui vous fait voyager. Donc j'espère que vous aurez de belles vacances, que vous en aurez tous. En tout cas, je souhaite de belles vacances à vos petits loups et puis beaucoup de découvertes pendant cet été en famille. À bientôt!